L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, coucou mes très chers Witches, et oui, nous sommes le 2e samedi du mois. Et comme à l'accoutumée, on retrouve eh bien les murmures du chaudron avec Mimi Mireille. Coucou ma très chère Mimi. Coucou Alina. Alors, est-que ça va bien? Bah écoute, chaque fois que je t'entends, ça va toujours bien. Et je pense qu'à force, tu dois le savoir, vu que je te répète toujours la même chose. Oui, les auditeurs doivent penser que ça doit être redondant, mais à chaque fois on se retrouve et c'est toujours un vrai bonheur. Et là, eh bien, en ce samedi soir, on va décortiquer, tu vas nous décortiquer la lame numéro 7. Ah bon, c'est pas toi qui vas le faire? Ah non, c'est bon, non. Ah bon, oh, comme c'est bizarre. Donc pour préparer l'émission, j'ai un petit peu découvert la carte, elle est magnifique. Ah oui, elle te parle, elle te happe, elle te plaît? Ah ouais, moi j'ai l'impression de voir Louis XIV. On n'arrête pas de parler de lui, mais moi je vois Louis XIV. Ah, Loulou est parmi nous. Peut-être, je ne sais pas. Ah, inconsciemment, on va savoir. Notre ami Loulou, il est toujours présent partout, de toute façon. C'est vrai. Et comme à l'accoutumée, écoute, l'émission va se diviser en 4 parties, à chaque fois près de 15-20 minutes. Première partie, tu vas donc décortiquer les couleurs, donc il y a une introduction dans cette partie-là quand même. Deuxième partie, les chiffres. Troisième partie, les objets et le symbolisme hébreu. Et enfin, dernière partie, le message de la carte et tout le côté un petit peu, lithothérapie, etc. Oui, pour l'appropriation de la carte. Tout à fait. Donc, écoute, on t'écoute, ma très chère Mimi. Alors, mon petit laïus habituel, que je tiens absolument à vous dire que je ne suis pas tarologue. Le but ici n'est pas de faire des prédictions avec le tarot, mais de vous renseigner sur les symboles qu'on peut voir sur la carte. Et je me base sur mes propres recherches que j'ai faites déjà depuis des années et que j'ai actualisées régulièrement par rapport au tarot de Marseille. Et également, cela n'a pas changé, mon maître inconditionnel est Papus, et je me base beaucoup sur lui, mais pas que lui. Alors on va commencer avec cet arcane numéro 7, qui est le chariot. Et ma première question, Alina, elle est pour toi. Que vois-tu sur cette lame? Alors, déjà, je vois un personnage central, sorte d'empereur, de prince, de roi peut-être. Donc, il se positionne, il est vraiment à l'avant de la carte, de la lame. Donc, il porte quand même un magnifique costume de roi, de prince, d'empereur. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rouge, de bleu. En dessous de lui, il y a 2 chevaux. On a l'impression qu'il est sur un chariot, tout à fait, comme s'il partait quelque part. Comme on dit, pieds et poings liés, va-t-on dire. Il y a les roues, on voit à l'arrière, il y a des petits trous également. À l'arrière aussi, on voit la devanture du chariot. Donc on sent qu'il est quand même protégé. Sur chaque côté, on voit des petites colonnes qui le protègent, puisqu'il est tiré bien évidemment par un chariot, par 2 chevaux. Et Puis il y a aussi, alors c'est très intéressant, il y a 2 lettres qui apparaissent au centre, qui est le S et le M. Donc on le voit très très bien. D'ailleurs, tu le mets bien dans le plan également en avant, puisque dans le plan, d'ailleurs, mes très chers Witches, si jamais vous voulez recevoir le plan, il suffit d'écrire à Mimi. Donc c'est mimi@witchesradio.fr, dans lequel on voit vraiment toute l'illustration. Et t'as même décortiqué toute une partie autour de cette lame. On voit vraiment au niveau de l'illustration que t'as voulu mettre en avant certaines choses. Et on voit en dessous, il y a du jaune avec des plantes, des herbes, du sable. On a l'impression qu'il est sur un chemin. Il est en train d'emprunter un chemin.
Voilà en gros. Sinon, forcément, il porte une couronne. Son visage est sur la gauche. Il regarde du côté gauche. Si je me mets face à la lame, bien évidemment, il a un sceptre, notre très cher roi ou empereur. Et voilà, il est magnifique, quoi. Il est majestueux. Très bien. Donc c'est tout ce que tu y vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Donc moi, je vais te faire ma version et on va confronter un petit peu les deux. Alors, comme tu l'as dit justement, on y voit un homme avec une certaine prestance qui porte une couronne, on va dire d'or, vu qu'elle est jaune, sur sa tête. Il a également les cheveux de la même couleur, des cheveux un peu ondulés, mi-longs. Comme ils sont jaunes, on peut dire qu'il est blond. Il porte une armure bleue, on la voit bien, avec des épaulettes. Alors, je sais pas si tu as regardé le gros plan des épaulettes, mais sur ces épaulettes, on y voit 2 visages rouges, encerclés de jaune également, avec un double cerclage jaune. Et alors ces 2 visages, on peut se poser des questions. Qui peut bien être sur ces 2 visages, parce qu'on se rend compte qui, si on regarde le gros plan, ils expriment pas du tout la même chose. Alors est-ce que il y aurait un lien avec Janus, tu sais, le fameux dieu romain du commencement et de la fin, avec ces 2 visages, Alors, il y en a un qui est tourné vers la droite, un vers la gauche, donc comme pour Janus, c'est-à-dire un qui regarde le passé, l'autre qui regarde le futur. Mais est-ce que ça pourrait être aussi Monsieur Soleil et Madame Lune, tu vois, les 2 astres, ou le côté masculin-féminin, tu vois, les 2 polarités. Et on se rend bien compte que comme pour les 2 chevaux qu'on parlera un peu plus bas, ces 2 visages, ils expriment quelque chose. Alors, est-ce que tu les avais vus, Alina, ces visages sur ses épaules? Alors, pas du tout. Et au moment où tu en as parlé, j'ai regardé effectivement, et ça me rappelle le fameux fauteuil dont j'avais fait le rêve, que j'avais découvert quand j'ai fait mon voyage au mois de décembre, et ça me fait halluciner en fait, parce que ça ressemble un petit peu dans le même esprit aux sculptures qu'il y avait sur les accoudoirs du fauteuil. Donc tu vois, au premier abord, on voit certaines choses, mais quand on va plus profondément dans la carte, on en découvre d'autres, des choses qu'on ne voit peut-être pas forcément au premier regard, aux premières approches. Je confirme. Alors on va continuer. Donc son bras gauche est de couleur jaune avec des franges rouges. Et son bras droit, alors tout dépend comment qu'on se positionne, lui c'est l'inverse, il est rouge. Et dans sa main, il tient un sceptre, comme tu l'as justement dit. Alors en dessous de son armure, on voit qu'il porte une ceinture jaune, et sous sa ceinture, son vêtement est rouge. Donc on voit bien qu'il est un peu comme notre ami l'amoureux qu'on a vu la semaine dernière, avec tout ce bariolage de couleurs. On croise pas beaucoup de monde dans la rue avec des tenues aussi chatoyantes et variées dans ces couleurs. Comme je te disais le mois dernier, on a l'impression que c'est l'as de pique en vacances. Alors tu ne connaissais pas cette expression, mais je pense que maintenant tu vas avoir l'habitude de l'entendre quand on va voir des personnages avec des couleurs aussi tape à l'œil et nombreuses dans un même vêtement. Je confirme, ma très chère Mimi. Alors en dessous, on peut voir son carrosse ou son chariot, où on le voit bien à l'intérieur, et on a l'impression que ces 4 poteaux, ça fait penser à un lit à baldaquin, tu vois, avec un rideau dessus. Et en fait, on a l'impression que ces 4
bâton, poteau, peu importe, retiennent ce fameux rideau. Hein. Alors le rideau est de couleur chair et les deux poteaux ou bâtons arrière sont bleus et ceux de devant sont rouges. Alors comme tu l'as justement dit, sur l'avant de son chariot, on y voit une armoirie avec les initiales S et M. Et ce chariot est tiré par 2 chevaux. Un est rouge, l'autre est bleu. Petite particularité de ces 2 chevaux, si tu regardes celui de droite, hein, il a un corps bleu avec et on a l'impression, tu vois, que sa tête est tournée d'un côté et ses pattes sont tournées de l'autre, comme si il avait du mal à avancer ou qu'il veut pas y aller, hein, et on a vraiment une sensation bizarre, comme si il était un peu comme en rébellion, tu vois, il doit y aller mais il veut pas, il sait pas trop, hein. Et de l'autre côté, on a ce cheval rouge là, qui lui a sa tête et ses pattes tournées dans la même direction, hein. Et lui, on a plus l'impression qu'il a un regard soumis ou fatigué. Je sais pas si tu avais fait attention à l'expression du regard de ces 2 chevaux. Ah non, j'avais pas fait attention, effectivement. Et je trouve qu'ils ont une expression, une énergie complètement différente tous les 2 et qui n'a rien à voir avec leur couleur. Hein. Et effectivement, on a l'impression qu'ils en peuvent plus, quoi. En fait. Surtout celui de le rouge. Hein, ouais. Tu vois bien son regard, ses cernes, son regard là, pesant, tu vois. Contrairement au bleu où lui, il a un regard plus dur. Hein. Alors peut-être que c'est aussi à cause de la couleur, non ? Non, regarde voir les traits des yeux, comment qu'ils sont dessinés, le gros plan que je t'ai mis dans le plan. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que la couleur elle-même, on le verra après, induit quelque chose d'autre, hein, tu vas voir. Hein. Et puis on arrive aux roues. Alors les roues, t'as pas remarqué ? Ils sont placés vraiment d'une façon improbable. Si le carrosse, le chariot, là, il doit rouler avec ses chevaux sur l'avant et ses roues comme elles sont positionnées à l'arrière, on a l'impression comme si elles étaient pas dans l'axe, pas dans le sens de la marche, de l'avance. T'as pas cette sensation-là ? Punaise, mais j'avais même pas remarqué. C'est un truc de fou. Et effectivement, elles sont pas normales, les roues là, comme elles sont positionnées. Oui, il y a quelque chose de dérangeant, non ? Tu trouves pas ? Déjà, il y a un truc de dérangeant avec les 2 chevaux. Là, il y a un truc blanc au milieu, là, très bizarre. C'est pas très normal. On a l'impression que c'est 2 chevaux en un seul. Je sais pas comment expliquer. Et effectivement, les roues, très étranges. On a l'impression que les roues vont à droite et à gauche. Alors que les chevaux vont vers l'avant. Oui, c'est ça en fait. Et notre personnage aussi, il est dans le même sens que les chevaux, hein. Ouais, comme si en fait les roues n'allaient pas dans le même sens en fait, comme s'il y avait plusieurs chemins. Punaise, donc tu vois, en regardant plus approfondi les choses de manière plus approfondie, déjà rien qu'avec un deuxième regard, il y a déjà d'autres sensations qui se passent, non ? C'est très bizarre. Ouais. Et puis on arrive au sol, t'en as également parlé du sol. Alors je me suis pas trop posé la question si c'était du sable ou de la terre ou autre, mais on se rend compte que le sol il est vallonné, il est pas lisse, hein, c'est pas la plaine, on va dire, là où il est. Et il y a de la végétation, comme tu l'as justement dit, hein. Et maintenant, on va arriver au symbolique de la couleur. À moins que tu as quelque chose à rajouter maintenant que je t'ai fait regarder de manière plus approfondie la lame.
Non, mais écoute, c'est très très bien. Déjà, j'hallucine de ce que je vois. Donc, il faut vraiment que j'agrandisse la carte parce qu'en fait, je l'agrandis pas assez et je vois pas tous les détails. D'accord. La prochaine fois, je vais t'en envoyer une qui fasse la taille d'une A4, là. Non, mais là, tu vois, maintenant, je l'ai agrandi. Effectivement, tout est perceptible, tout ce que tu expliques. Mais c'est assez puissant. Alors, on pourra passer aux couleurs maintenant. Alors, selon toi, on a vu là ensemble la dernière fois hein, que j'étais un peu embêtée pour le choix des couleurs, pour dire quelle était la couleur dominante. Cette fois-ci, j'ai eu un peu moins de mal. Alors, on va voir si toi, tu as pensé les choses de la même façon que moi. Alors, pour moi, la couleur dominante, c'est sûr, c'est le jaune. Alors, on pense pas pareil. J'hésite un petit peu parce que je trouve que le blanc aussi est très présent. Il y a quand même pas mal de blanc. À chaque fois que tu me poses cette question, je suis toujours perturbée, Mimi. Enfin, pour moi, c'est le jaune. Voilà. Je vais plus te poser de questions non. Alors. Non, allez, c'est le jaune. Et toi, tu penses que c'est le rouge? Alors, pour moi, à ex-aequo, c'est le rouge et le bleu. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, comme pour moi, le jaune et chair, la couleur chair, c'est un petit peu proche. Pour moi, cette panel-là est beaucoup plus intense. Et pourtant, la couleur chair et le jaune n'expriment pas du tout la même chose. On l'a vu ensemble. Hein. Oui, je sais, oui. Mais tu vois, mélanger ensemble, voilà, la couleur du sable, tout ça, la couleur bien lumineuse, ben ça saute à l'œil en fait. Hein. Ouais. C'est vrai que, de toute façon, jaune, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour qu'il soit là, pour qu'il crie, pour qu'il parle, pour dire je suis là, tu vois. Je confirme. Mais pour moi, c'est pas cette sensation-là et je suis désolée, je vais pas te suivre pour l'explication. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est mon interprétation. Après, c'est pas la meilleure, hein. C'est pas la plus juste, c'est peut-être pas la plus mauvaise non plus, mais c'est ma perception des choses, hein. Toi, tu peux avoir une autre perception des choses, Alina, et je ne t'en voudrais pas. Alors, pourquoi le bleu et le rouge? Alors, pour moi, le bleu, comme tu le sais, est en rapport avec le ciel, la couleur de l'eau, des océans, de la nuit, de la lune, de l'oxygène, mais surtout, ce qui est important là, le côté passif et le côté féminin, et la couleur du secret, la spiritualité, le sentiment. Donc, on se rend bien compte de la polarité féminine et il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Après, on a ce côté rouge. Alors, tu sais que le rouge, c'est une couleur d'énergie, une couleur de puissance, une couleur d'action. C'est l'amour, la passion, la sexualité aussi, la chaleur. Mais c'est aussi le côté masculin. C'est la vie, c'est le sang, c'est l'énergie. Et on se rend bien compte, là, que ce soit les 2 chevaux, que ce soit les bâtons, que ce soit la couleur de la tenue de notre personnage, on voit bien un équilibre entre l'énergie masculine, l'énergie féminine, le positif, le négatif. On voit bien que c'est équilibré en fin de compte quelque part. Je sais pas si tu as cette sensation-là. C'est vrai, je trouve que ces 2 couleurs sont dans l'équilibre. Oui. On voit bien que un est le pendant de l'autre dans cette lame, tu vois. Totalement, oui. D'où le fait pour moi que c'est les 2 premières couleurs à mettre en avant, tu vois. Et maintenant, je te rejoins avec toi, on arrive au jaune. Alors le jaune, tu le sais, hein, c'est la couleur du soleil, la couleur de la chaleur, de l'exubérance.
quelque part, l'exubérance, on la voit avec sa couronne, son costume, son sceptre, tu sais, les touches de jaune qu'il y a là. Et puis c'est la richesse, c'est les relations humaines. On voit bien que c'est pas n'importe qui, notre monsieur dans le chariot. On voit bien qu'il est riche, qu'il a une certaine prestance, qu'il est là, en fait, et il peut très bien aussi avoir une richesse, on va dire argent, or, on le voit avec les éléments qu'il a, et puis il a un chariot, il a un véhicule. D'ailleurs, c'est la première arcane où il y a le véhicule, le déplacement. Mais aussi, on peut parler de richesse spirituelle. Et donc, on voit bien que il y a un lien donc avec le côté roi, la couronne, mais aussi quelque part le divin ou l'esprit, le côté richesse spirituelle qui est vraiment bien présent. Et maintenant, on va passer à la couleur chair. Alors la couleur chair, tu sais bien, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur de l'incarnation, et notre personnage est vraiment bien incarné. La couleur chair est bien présente, pas uniquement au niveau de son visage et de ses mains, mais tu as le rideau, tu as le chariot, tu as la roue, les roues, vu qu'on en voit deux. Donc tu vois bien que il est là, il est présent, il est incarné, il est bien terrien et il est surtout ce qui est important, dans le présent. Donc et comme je l'ai souvent dit, c'est une couleur qui est ni positive ni négative. C'est vraiment en lien aussi avec le psychisme. Donc on voit bien que il y a un équilibre aussi dans tous les domaines, que ce soit dans son humanité, dans sa part de ses croyances, on va dire, le divin, et dans ce qu'il incarne là, tu vois, les polarités masculines, féminines. Et on arrive tout naturellement maintenant au blanc que tu as vu. Et le blanc, on le sait, c'est la couleur qui additionne toutes les autres couleurs. Mais quelque part, c'est la pureté, c'est la grâce, et on retrouve de nouveau le divin, tu vois. Et c'est la lumière par excellence, et là on a le futur. Donc on peut dire que dans cet arcane, on a le passé, le présent, le futur. Donc il va se passer quelque chose, les éléments s'entremêlent, et on est en route dans notre chemin, dans notre initiation. Là, on y va. Et puis on a un peu de vert. Donc le vert qu'on avait vu, c'est la vie, c'est ce qui se passe maintenant, tu vois. C'est le règne végétal, c'est le printemps, c'est le début. Il va se passer quelque chose. Waouh, que du bonheur alors. Oui. Je te laisse continuer. Maintenant, j'ai fait un peu le tour des couleurs, Alina. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose concernant les couleurs ? Écoute, ça m'a l'air superbe. Comme à chaque fois que tu nous développes les couleurs sur le thème du tarot et de chaque lame, c'est vrai qu'on a la sensation aussi que c'est un peu pareil, mais pas vraiment en fait, puisque chaque couleur a quand même une relation en lien avec le sujet de la carte, quoi. Donc c'est pas si redondant que ça en fait. De toute façon, dans Marseille, tu as toujours les mêmes, le tarot de Marseille, tu as toujours les mêmes couleurs qui sont présentes. Et c'est ce que je t'expliquais, le contraste de quantité et comment qu'elles sont réparties sur l'arcane. Est-ce qu'elles sont équilibrées, déséquilibrées, est-ce qu'il y en a plus d'une, plus d'autres, vont induire l'énergie et
le mouvement, la passivité, le masculin, le féminin, enfin peu importe, le divin, le terrestre, ils vont donner l'ambiance générale de ce qui se passe. D'accord. Bah oui, ce qui est légitime quelque part. Alors que le bleu aura toujours la même symbolique, tu vois, le jaune aussi, ça on peut pas le changer, hein. Mais la quantité et où c'est qu'elle est positionnée va induire le symbolisme et ce qui se passe, quoi, hein, de manière générale, hein. D'accord. Ce qui est logique. Mais écoute, merci ma très chère Mimi. On va faire une petite pause musicale puisque ça fait bien une bonne vingtaine de minutes que nous sommes ensemble. Donc on se retrouve après la petite pause. Ça te va ma petite Mimi ? Ça me va très bien. Et ben, à tout à l'heure après cette belle musique que tu vas nous passer. Et oui, donc on se retrouve tout à l'heure après la pause musicale pour la deuxième partie autour du décortiquage des chiffres de la lame numéro 7 du tarot de Marseille. À tout à l'heure. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, recoucou les witches, on se retrouve donc pour la deuxième partie donc de cette lame décortiquage autour des chiffres, ma très chère Mimi. Ça va toujours ? Ça va toujours. Et on va commencer par les chiffres. Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des mots. C'est ça. On t'écoute, on est tout oui. On va faire un autre concept, des chiffres et des mots. Alors, pour les chiffres, c'est comme les couleurs, hein. La symbolique sera toujours la même, mais on peut l'adapter en fonction de ce que l'on voit sur notre arcane. Alors, je pense que tu sais pourquoi j'ai choisi le chiffre 1. Ah non. Déjà, il y a un personnage, il y a un chariot, il y a une couronne, un sceptre, un rideau. C'est vrai. Donc, avec le chiffre 1, on est dans le règne minéral, hein, comme je te disais avant. C'est le stade du commencement dans la matière, hein. Donc, c'est en fin de compte, c'est le début. Ça représente symboliquement l'homme où se concentre l'être et le paraître, hein, donc dans l'unité. Et avec ce 1, on voit bien que c'est le début de quelque chose de nouveau qui va débuter, qui va arriver, qui va se passer, quoi, hein. Et on l'avait déjà vu, hein, avec la première lame, hein, avec le battleur, le 1, et en lien avec la lettre Aleph, hein, dans l'alphabet grec. Et cette lettre nous informe du lien entre le divin et le commencement. Donc là, pareil, hein, on a vu avec les couleurs qu'il avait un lien avec le divin, mais il a aussi un lien dans son humanité avec le commencement de quelque chose. Et si tu prends nos amis les francs-maçons, le 1, c'est l'œil central, tu sais, c'est l'œil dans le delta lumineux, hein. Autrement dit, c'est l'œil de la conscience, c'est l'œil qui voit tout. Donc, il va voir pour le début et continuer son cheminement avec son carrosse. Ensuite, on arrive aux 2, donc les 2 chevaux, les 2 roues, par exemple. Alors, le 2, c'est le double, c'est la dualité. Alors, j'en ai un petit peu abordé avant en te parlant des 2 chevaux et des 2 visages, hein. Donc, le 2, c'est
ça peut être des antagonismes, hein. Mais ça peut être aussi l'équilibre, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a deux forces, il y a deux identités, deux énergies, deux présences. Il se passe quelque chose, hein. C'est comme le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, le chaud, le froid, tu vois. Et c'est souvent deux énergies. Et on a aussi également, on en parlera après, le 2, c'est aussi associé aux Gémeaux. Donc, il y a aussi le côté astrologie, tu vois, qui est bien présent. Et puis, bon, tu peux avoir l'équilibre aussi, tu peux avoir différentes choses avec ce 2, hein. Et on y est là, hein. La dualité, la rivalité, l'amour, l'amitié, on va voir ce qui va se passer, quoi. Ça promet du lourd, hein, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, on arrive au 4. Donc, ces fameuses colonnes, là, ces bâtons, hein. Le 4, alors lui, c'est... on est à un carrefour. Il y a un choix à faire, soit on évolue, soit on régresse. Donc, si l'homme évolue, il va aller vers l'homme sage avec le 5, ou alors il va redescendre dans son part animal. Donc, on est sur un chemin, mais il faut choisir. Et qu'est-ce qu'on choisit? On ne sait pas, hein. Alors, tu as l'enjeu actuel, hein, de l'humanité, rester dans la matière, écouter ses désirs, ses envies, évoluer vers le haut, vers le divin, vers le ciel, vers le spirituel. On ne sait pas trop, hein. Et puis le 4, c'est aussi, hein, comme tu le sais, hein, les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 phases de la lune, les 4 saisons, les 4 éléments. Et le 4, on voit bien c'est vraiment en lien avec le terrestre, hein. La totalité de tout le monde qui est créé, révélé. On est dans la matière, si tu préfères, hein. On est ancré, quoi. Voilà. Et maintenant, on va arriver au chiffre 7. Alors le 7, hein, le chariot, arcane numéro 7. Hein. Là, on se rapproche de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est les anges, à force de s'élever toujours plus haut, hein, toujours vers une dimension supérieure, hein. Il y a une barre qui s'attache là en haut et il y a également une ligne. C'est la ligne avec le monde d'en bas, tu vois. Alors on peut dire que le 7 est une sorte de croix renversée, hein. C'est une épreuve, un carrefour. Il y a quelque chose à réussir pour continuer à monter. Alors est-ce qu'on va réussir à franchir et aller plus haut? On ne sait pas. Oui. Oui. Donc on ne sait pas, on va voir, hein. Par contre, est-ce que tu as pensé à autre chose par rapport à ce 7? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Les 7 péchés capitaux. Peut-être, mais je pensais pas à ça du tout. Mais tu as raison, les 7 péchés capitaux, c'est en lien avec le 7. C'est un petit, on va dire, le côté négatif quelque part, hein, pour les chrétiens. Les 7 jours de la semaine. Oui. Il y a plein de choses autour du 7. Par contre, moi, je me suis amusée à faire autre chose. Si tu prends 2023, 2 plus 2 plus 3, tu reçois quel chiffre? Oh, punaise! 7. Voilà. Donc, on peut dire quelque part qu'on est dans l'année 7 et qu'on est comme le chariot. Donc, d'une manière générale, on peut dire que c'est une année où on va pouvoir progresser, on va pouvoir avancer. Et pourquoi pas dans le développement personnel, aller plus haut, ce que je viens de te dire avec le 7.
Donc, comme je viens de te dire, tu vois, on peut avec, c'est une chance quelque part qu'on est en année 7, hein, parce que on va pouvoir progresser, évoluer, aller plus haut. Pourquoi pas dans le développement personnel, quoi. Hein. Autrement dit, il y a une énergie de mouvement, de changement qui va avoir lieu toute cette année. Et la dernière partie, hein, quand je vais on va y arriver après, j'en parlerai un peu plus de cette énergie de changement, d'évolution qu'il y a avec le chariot. Mais bon, ça peut déjà vous donner quelques idées par rapport à cette année 7. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et maintenant, on va arriver aux objets que j'ai relevés sur cette carte. Alors on va commencer par le rideau, hein. On en avait déjà parlé du rideau, hein. C'est la séparation entre deux pièces par exemple, hein. En fait c'est comme une porte intérieure, hein, ou une séparation, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'on peut mettre à nos fenêtres, tu vois. Le rideau nous donne une certaine intimité pour que les gens de dehors ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Le rideau permet de cacher ou de rendre invisible, par exemple une porte, hein, ou certains objets qu'on peut déposer à certains endroits pour que ce soit pas à l'œil de tout le monde. Et dans la signification divinatoire, hein, alors le rideau ouvert, ça veut dire la franchise. Le rideau fermé, là c'est l'hypocrisie, c'est moins marrant, hein. Et de beaux rideaux dans un tissu de valeur, là on arrive dans la prétention ou le tape à l'œil, autrement dit le côté blim blim, hein. Et maintenant on va arriver à la couronne. Alors la couronne, ça tout le monde s'en doute, hein, c'est en lien avec la royauté. Donc la couronne se transmet, hein, de génération en génération, hein, c'est ce que veut la tradition, hein. La personne qui porte la couronne, c'est la personne qui gouverne, hein. La couronne, elle a une forme de cercle, hein, qui représente l'union, la protection, la perfection, hein, et posée sur la tête, ça symbolise l'autorité, le pouvoir. C'est vraiment un symbole universel, hein, pour tous les souverains de tous les pays, hein. Que ce soit en Égypte ancienne, hein, alors uniquement les dieux, les pharaons portaient une couronne, hein, mais en passant chez nos amis les Grecs, hein, dans la Grèce antique, ou les Romains, ou même Jésus-Christ, ou les monarques contemporains, lors de célébrations particulières, portent toujours une couronne pour vraiment montrer que c'est eux qui détiennent ce symbole universel de souveraineté pour leur pays et le peuple. Ensuite, on arrive à l'armure. Alors l'armure, elle a un rôle de protection, un peu comme les carapaces, hein. Il y a quelque temps, on avait vu la tortue, sa carapace, elle la protège, hein. C'est pareil pour les animaux comme pour les humains. Donc l'armure, c'est vraiment le rôle de protection. Alors il existe aussi des armures magiques, hein. Là, on parle d'armures uniques, hein, qui ont été améliorées par un mage, par un enchanteur, ou qui ont jeté un sort sur ces armures-là et qui les rend vraiment
encore plus protectrice qu'une simple armure. Et on peut parler notamment de l'armure de Thor, ce dieu de la mythologie nordique, par exemple, qui double sa force grâce à son armure. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, l'armure. Ensuite, on va retrouver un autre symbole du souverain, c'est le sceptre. Alors le sceptre, c'est une sorte de bâton qui prolonge le bras, donc qui symbolise l'autorité, la puissance, le pouvoir. C'est vraiment, il y a qu'un souverain pour avoir un sceptre, de toute façon. Et briser le sceptre, ça veut dire qu'on renonce à son pouvoir, on n'en veut pas. On va retourner en Égypte antique. Le sceptre des déesses, c'était un sceptre magique qui symbolisait la joie. On retrouve de nouveau la magie dans ces symboles terrestres, on va dire, quelque part. Et pour les pharaons, le sceptre, en plus, il a une double signification. C'est prince de la fécondité, mais aussi prince impitoyable dans la colère. Chez les Tibétains, le sceptre serait associé aussi à la puissance des éclairs qui incarne la germination. Alors, je vous ai mis dans le plan certains sceptres plus ou moins célèbres, un sceptre égyptien, un autre sceptre également, donc vous pourrez regarder ça si vous me faites la demande. Et ensuite on va arriver aux armoiries. Alors Alina en a parlé avant, avec ces deux lettres, le S et le M. Alors on a les armoiries ou les blasons, c'est vrai, c'est de nouveau une appartenance à une famille noble. Alors, il peut y avoir un animal, une plante, une lettre, comme on a ici, ou deux lettres, et chaque armoirie a sa signification personnelle, et c'est vraiment quelque chose qui met en évidence cette famille noble. Alors ici, on a un S et on a un M. Alors on peut se poser beaucoup de questions concernant ce S et ce M, et rien n'est tranché parce qu'au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors on a différentes suppositions. Donc le S, il est souvent utilisé dans les ornements anciens et primitifs. On les retrouve notamment chez les Indiens, les Grecs, les Romains, etc. Il y a ce lien avec la spirale. Donc ça symbolise le ciel, la terre, les rafales de vent, les trombes, les tourbillons, tu vois. Il y a du mouvement, il se passe quelque chose. Mais c'est aussi le symbole de l'unité. Ça y est, on retrouve l'unité, mais c'est vraiment pour mettre en avant le dévouement évident des êtres. C'est l'élément qui sont différents, voire opposés. Et on peut se poser la question, essayer de faire une interprétation. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ce S ? Alors on pense à ça, ou à soufre. Alors le S, c'est vraiment, c'est le triomphe, c'est la grandeur, c'est vraiment le pouvoir dans la création, c'est le charisme. Il se dégage quelque chose. Alors pourquoi le ça ? Parce que on pourrait supposer que le M correspond à majesté, donc ça voudrait dire sa majesté, ou alors ça pourrait correspondre à soufre, donc, et le M à Mercure, donc soufre et Mercure. Alors pourquoi ces deux interprétations-là ? Je vous le développerai un peu plus bas, et Alina nous parlera après du Mercure
qui est en lien avec les Gémeaux, hein, dont on va parler avec l'arcane. Je pense que tu confirmes cela, Alina. Hein. Tout à fait, on va parler de Mercure en rétrograde. Non, je taquine. Alors, concernant ta question sur Mercure, oui, tout à fait, hein, dans l'autre partie qui va arriver, on va pouvoir un petit peu développer Mercure et le Gémeaux en matière de symbolisme dite astrologique. Par contre, j'ai une question parce que ça m'a un petit peu interpellée quand tu as parlé du sceptre, justement, que l'on casse, en fait, dont le symbolisme est que l'on ne veut plus de ce pouvoir, que l'on veut arrêter ce pouvoir, que l'on veut, ne plus valider ce pouvoir. J'ai trouvé ça assez intense comme symbolisme, en fait. Oui, et ça arrive rarement, mais c'est vraiment, quand ça arrive, c'est vraiment avec force et conviction que ça se passe. Hein. Bah, quand tu casses un sceptre, c'est sûr que c'est avec force et conviction. Moi, je te le dis. Hein. Oui, autant physique mais que pas uniquement physique. C'est vraiment que ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose où il y a l'esprit qui rentre en ligne de compte et c'est pas que le geste physique qui a son importance, quoi. Hein. D'accord, oui, c'est tout un art. Quoi. C'est très fort. Hein. Oui. Waouh. Rock'n'roll. Vive le chariot. Et pour continuer avec le M, donc ça représente aussi la transformation, le changement total, la volonté, la lucidité et même souvent le fatalisme. Donc on va voir après par rapport à notre chariot tout ce qui se passe. Hein. M comme la métamorphose. Aussi, oui. S comme sortilège. Ça peut être plein de choses, Alina. Tout à fait. Et maintenant, on arrive au cheval. Alors, sur notre arcane, on en a deux. Donc, on va parler de chevaux, au pluriel. Donc, on a le cheval. Lui, il permet, dans certaines croyances, de voler dans les airs pour rejoindre le ciel. Pour les anciens, le cheval est un messager funeste dans le combat. Pour les Grecs, le char d'Apollon, il est tiré par un cheval. Alors Apollon, on se souvient, c'est le dieu des arts, des chants, de la musique, de la beauté masculine. Et ce qui fait de lui aussi du cheval un animal solaire. Donc avec le cheval, il se passe plein de choses. C'était aussi vraiment une symbolique forte, ce cheval. Alors on arrive maintenant au chariot. Alors le chariot, c'est il transporte, il y a du mouvement, il est en lien avec le char, c'est le véhicule du guerrier, du héros. Alors on l'a vu avant avec ce symbole solaire avec Apollon plus haut. Il se passe quelque chose. Il y a du mouvement. On va se déplacer. La roue, elle, ça symbolise la puissance, la force. Dans l'Antiquité, la roue symbolisait l'énergie, le mouvement. La première représentation du soleil, elle était faite sous forme de roue. Par la suite, les guerriers prennent la symbolique de la roue en construisant des chars à deux roues. On peut dire que pour les guerriers, cela représente la roue de leur pouvoir et ils écrasent tout sur leur passage. On parle également de roue de feu qui figure les forces cosmiques qui sont en lien avec le temps qui passe. Donc on se rend compte que il y a à nouveau une énergie, il y a du mouvement, on n'est pas statique là, quelque part. Et maintenant, on arrive aux colonnes, les bâtons là qui sont à l'arrière. Alors, on retrouve les deux colonnes qu'on avait dans l'arcane du pape. Tu te souviens, Alina, de cet arcane ? Oui, tout à fait. Et en plus, quand je pense à colonne, je pense aux colonnes d'Hercule.
Oui, aussi. Et là, on en rajoute 2. On en a 4 des colonnes. Donc, en architecture, la colonne, elle est essentielle. Hein. C'est elle qui supporte. Elle représente l'axe dans la construction qui relie le tout. Et là, on le voit bien. Notre chariot, il est bien ancré. Les colonnes sont là. Le rideau tient grâce aux colonnes. Ils ont l'air essentiels, même si généralement dans un chariot, on n'a pas ce genre de colonne, mais elles apportent une stabilité, une solidité à notre édifice, et là, en l'occurrence, au chariot, quoi. Et supprimer ou casser nouveau une colonne, hein, serait en fait détruire l'édifice. Et là, si maintenant tu enlèves une colonne, n'importe laquelle, ben ton rideau il s'affaisse, il tombe et ben il peut plus conduire notre personnage sur son chariot, quoi. Donc on voit bien que ça symbolise la solidité, mais la puissance et la stabilité en même temps. Waouh, merveilleux, ma très chère Mimi. Que d'informations. C'est vraiment passionnant dans le sens où effectivement on n'a pas la sensation qu'il y a autant de subtilité autour des objets. Moi je trouve que vraiment moi ce qui me fascine le plus dans le tarot, c'est vraiment les objets. Alors je sais pas toi. Et puis il y a la numérologie aussi, beaucoup. Oui, mais il se passe tellement de choses dans cette carte dans celle-là ou les 22 autres, hein, peu importe, hein, qu'on se rend même pas compte du tout au premier abord. Hein. Ah oui. C'est vraiment c'est puissant. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, si on prend pas le temps vraiment de regarder, de visualiser la lame, on peut passer à côté de plein de messages. C'est pour ça, je fais pas ça pour t'embêter ou te dévaloriser, mais j'étais comme ça, hein, comme toi au tout début, les premières fois que j'ai regardé les lames de tarot, la toute première fois de ma vie, on voit pas tout, et c'est normal quelque part. Hein. Il faut entrer dans ce chemin pour avoir cette évolution, pour aller voir plus loin, quoi. Hein. Alors moi, je trouve que c'est vraiment très bien ce que tu proposes de faire au début, parce que pour petit rappel, mes très chers witches, en fait, je reçois le plan à la dernière minute quand on enregistre avec Mimi l'émission, ce qui fait que, bon, après, je pourrais être curieuse d'aller faire une petite recherche en amont, hein, mais je ne le fais pas exprès, parce que déjà, j'ai envie de découvrir ce que Mimi a proposé, j'ai envie que ce soit naturel. Donc, dès qu'elle me demande d'aller de dire ce que je vois, c'est vraiment instinctif, en fait. C'est vraiment la première chose que je visualise, et donc, il y a des petites subtilités que je ne perçois pas, et ça montre bien le côté débutant aussi, que l'on peut aussi vivre quand on débute, hein, et qu'on décortique un tarot de Marseille notamment au niveau du symbolisme. Donc je voulais vraiment garder ce côté naturel. Donc il y a aucun problème au niveau de me faire des tests ou trop comme ça, parce que je trouve ça vraiment très très bien. Et puis moi je suis une débutante aussi pour plein de choses, et notamment pour le tarot. Donc j'ai mon propre tarot, mais il est vraiment différent, et puis je le connais depuis tellement d'années maintenant que la symbolique n'est pas du tout la même en fait. Chaque tarot a un univers différent, et d'autant plus dans les tarots modernes. Hein. Oui. Donc après, je pense que les grandes lignes, ça va rester les mêmes, mais il y aura des variantes en fonction de ce que la carte, ce que tu y vois sur ta carte, quoi. Et là, c'est avec Marseille, c'est vraiment la base. Et après, tu peux partir ailleurs, quoi. Hein. Dans d'autres mondes, dans d'autres univers. Voilà. Yeah. Ou faire le chemin inverse, comme toi, partir d'ailleurs pour revenir à la base. Tout à fait, Mimi, bien trouvé. Et maintenant, tu passes à la partie hébreu. Ça marche. Alors, avec notre chariot, la lettre qui correspond à la lettre hébraïque, c'est le zayin. Et donc le Z en français ou le zeta en grec. Hein. Et sa valeur numérique est le 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le zayin ? Le zayin, en fait, c'est l'épée flamboyante, c'est le glaive. Et
elle est associée à la lettre aux Gémeaux, donc, et aussi à la couleur jaune feu, vraiment un jaune ardent. Et sa caractéristique, c'est le discernement, c'est la lutte intérieure. Donc, comme je vous disais, l'épée et le discernement, en fait, le Zayin, c'est une arme. Cette arme, c'est l'arme des chérubins qui gardent l'entrée du jardin d'Éden et qui leur serviront à interdire l'entrée à Adam et Ève une fois qu'ils seront chassés, après avoir mangé le fruit défendu. Donc cette épée, c'est un instrument tranchant. Il nous invite à trancher, à discerner, à entrer en introspection pour aller à la rencontre de notre inconscient, pour accéder à l'origine de nos pensées. Alors l'épée est à double tranchant, elle est un symbole de puissance, mais aussi de dualité, de conscience, de combat spirituel. L'épée, c'est l'attribut des dieux, des héros, des rois, des chevaliers. L'épée peut aussi bien servir pour le bien comme pour le mal. Cela dit, comme la balance, elle devient le symbole de la justice. Alors, il existe des épées célèbres, Alina, je pense que tu les connais. Alors, j'en ai mis quelques exemples dans le plan. Tu as la fameuse épée Excalibur, celle du roi Arthur, qui est dans son rocher. Je pense que celle-là, tu la connais et que tout le monde la connaît. Oui, je confirme. Ensuite, alors ce mot-là, j'ai toujours un peu de mal à le prononcer parce que c'est une langue qui est plus trop parlée. En fait, c'est l'épée magique de Beowulf. Alors j'ai vu le film, j'ai lu pas mal d'écrits sur lui. J'aime bien ce personnage, même si j'ai du mal à le prononcer. Et son épée, c'est... Alors je vais te l'épeler parce que je sais pas la prononcer. Hrunting. Oui. Oui. Donc, Hrunting, quelque chose comme ça. En fait, ce personnage, je pense que tu le connais. C'est un personnage anglo-saxon que j'apprécie bien. Il fait partie d'hymnes et de poèmes épiques de l'ancienne Angleterre. Il est pas mal. Si tu veux, je pourrais te donner des références ou aux witches concernant ce personnage. Et tu as aussi une autre épée, c'est plus célèbre, je pense aussi que tout le monde connaît, c'est l'épée Durandal. Tu la connais ? Alors je connais Gandalf, mais Durandal, ça me dit rien. Ah non, c'est pas le même. C'est le nom de l'épée. En fait, c'est l'épée de Charlemagne. Et après, elle a puis de Roland, et elle est devenue célèbre dans la chanson de Roland. En fait, c'est une épée légendaire, et elle est aussi intéressante. Et particularité, comme pour Arthur, elle est coincée dans un rocher, mais en plus elle a une chaîne pour la maintenir, en plus d'être dans la roche. Alors dans le plan, tu pourras voir à quoi ressemblent ces épées-là. Et évidemment, c'est pas les seules. Il y a dans la mythologie nordique, par exemple, tu as Freyr, tu sais, qui donna le dieu de la fertilité, et cette épée, il la céda à Skirnir. Alors Skirnir, c'est le messager de Freyr, en échange de la main parce qu'il voulait se marier avec la géante Gerd. Et en fait, t'as plein d'épées célèbres comme ça. T'as aussi celle que tout le monde connaît, tu sais, la fameuse épée de Damoclès. En fait, tu as plein d'épées, il y en a pléthore. Tu peux même Attila, il avait une épée, et son épée, en plus, elle lui servait de sceptre. Donc, tu vois, l'épée, elle est vraiment présente partout. Alors, on va revenir à notre Zayin, là. On peut parler de combat, mais aussi de
donc combat physique avec l'épée, mais aussi de combat intérieur ou combat de réconciliation face à notre côté sombre, notre côté égoïste. Là aussi, il peut y avoir un combat interne qui peut se produire en nous. Bref, avec cette épée et ce Zaïn, c'est la transformation intérieure lors de la transmutation aussi pour les alchimistes et pour retrouver la paix intérieure. Donc Alina, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de ce signe des Gémeaux? Alors pour moi c'est bref, le Gémeaux c'est du 21 mai au 21 juin, si je me trompe pas, ou du 20 mai au 20 juin, quelque chose comme ça. C'est le premier signe d'air de l'année. C'est un signe de communication, de contact humain, et il est en lien avec la planète Mercure. Et Mercure et les Gémeaux sont en lien également avec notre chariot, selon Papus. Et je pense que toi, tu auras plus d'explications concernant les Gémeaux et concernant Mercure. Alors, je te confirme effectivement qu'il y a une vraie corrélation qui se met en place entre Mercure et le Gémeaux, mais pas que. Il y a aussi, le Gémeaux et la Vierge, Mercure et la Vierge. Alors souvent aussi. Alors moi, je sais personnellement en tant que Balance ascendant Sagittaire, mon ennemi juré, on va dire, au niveau des signes, c'est plutôt le Gémeaux. Pourtant, je m'entends très bien avec les Gémeaux, mais ils ont quand même une particularité, les Gémeaux. Alors oui, ils sont hyper communicants et tout ça, c'est pas le problème, mais c'est surtout souvent de très beaux parleurs. Et par rapport à la personnalité de la Balance ascendant Sagittaire, en tout cas pour ma part, je sens quand même qu'il y a un côté beau parleur qui sommeille chez le Gémeaux. Donc ce qui fait que je suis un petit peu, tu vois, en arrière et je me dis il papote, mais en même temps, il est très spécial ce petit Gémeaux là. Sans savoir que c'est un Gémeaux, attention en plus, c'est ça qui est fou. Je sens quand la personne, elle parle pour parler et elle parle pour séduire, tu vois. Et souvent ils ont une sorte de double jeu en fait. Et c'est marrant parce que Gémeaux, jumeaux, il y a une sorte de corrélation qui s'entend aussi. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que quand tu m'as demandé de décortiquer un petit peu, j'ai regardé dans mes fiches, je m'aperçois que Mercure au niveau de son symbolisme est aussi associé à la parole, à la communication, mais surtout aussi au mouvement. Et quand on pense au chariot, on pense au mouvement, tu vois, qui s'opère. Donc c'est assez marrant cette corrélation où on se dit effectivement, oui, il y a un lien qui est quand même très fort avec le chariot. Et donc, si Papus a mis ce lien avec le chariot, Mercure et le Gémeaux, eh bien forcément, le mouvement est là, quoi. Et puis Papus aussi se base beaucoup sur l'alphabet hébraïque. Et l'alphabet hébraïque, c'est de nouveau, on est en plein dedans, c'est nouveau le Gémeaux, tout est là, quoi. Oui. Et en même temps, ce qui est marrant aussi, quand on voit la corrélation entre Mercure et le Gémeaux, on voit qu'il y a les mêmes types de personnalités qui s'opèrent. Ce sont des gens qui sont en général très superficiels, qui sont dispersés, qui sont un petit peu névrosés, qui sont agités mentalement. Il y a beaucoup de bavardage, de papotage. En fait, ce sont pas vraiment des gens... Attention, je schématise encore une fois, mais ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'expression, mais pas dans le côté vraiment décortiquage, analyse. Non, ils sont vraiment dans je m'extériorise. Et effectivement, on retrouve aussi beaucoup ça chez Mercure et le chariot, notamment dans le symbolisme. C'est à mon sens, on a la sensation quand on t'écoute, c'est quand on décortique un petit peu cette lame, on a la sensation aussi que tout peut arriver en fait sur ce chariot. Il y a rien qui peut être vraiment stable, ça bougeote un petit peu, tu vois. Tout à fait. Si on le prend dans le sens inverse. Petite dédicace aux Gémeaux qui nous écoutent. Oui, je m'excuse bien évidemment, mais vous savez, les Balances et les Sagittaires aussi ont des choses très négatives qui s'opèrent. De toute façon, chaque signe a un côté positif et négatif. Ça c'est clair. Et même chaque personne a une part lumineuse et une part sombre. C'est la même chose dans les signes. Tout à fait. Mais dans le côté très positif, ce sont quand même des gens qui sont très communicants. Donc,
qui dit communication dit symbolisme autour de l'énergie du soleil qui émane d'eux. Donc on les voit, on les entend, on les ressent, on les sent. Donc c'est quand même très positif aussi à ce niveau-là. Oui, il y a une grande part d'humanité quelque part dans le Gémeaux. On pourrait aussi les associer un peu à Jupiter, parce que quand même Jupiter est quand même dans l'aura. Tu vois, le Jupitérien, on le voit, on le sent, on l'entend, comme le Gémeaux en fait, quelque part. Après, Mercure, quelque part, c'est aussi le messager. Hein. Oui, mais et le messager, il se déplace, il est dans le mouvement, il y va. Et... Oui, mais en même temps, c'est très marrant parce que Mercure est quand même associé au travail, au côté recherche, côté études, alors que le Gémeaux, il est quand même loin de tout ça, il est plutôt dans le côté, voilà, je suis là, mais en même temps, je me disperse. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Bon, après, Mercure, c'est aussi... c'est le commerçant, c'est aussi encore une autre facette. Hein, et on disait même le dieu des voleurs quelque part. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que quand j'ai fait mes recherches, on associe aussi à des personnages connus comme Arsène Lupin. Tu vois, si on pouvait l'intégrer à un personnage connu, on pourrait dire Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, c'était quand même le roi des voleurs, donc c'est marrant. Oui. Donc voilà pour ma petite partie, ma très chère Mimi. Eh ben, écoute, c'est très bien, c'est parfait. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. On a tout dit. Pour cette troisième partie, mais c'est merveilleux. Écoute, on va faire une petite pause, alors une petite pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie pour la version finale de cette lame numéro 7. À tout de suite, Alina et les Witches. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, on se retrouve pour la toute dernière partie de cette émission. Ça passe, mais vraiment super vite. Et là, ma très chère Mimi, comme à l'accoutumée, en 4e partie, tu vas nous développer le message de la lame numéro 7. Eh oui, Alina, c'est tout à fait ça. Donc, on va aller voir de plus près ce que le chariot a à nous dire. Alors, avec le chariot, on se rend bien compte qu'on est dans quoi? Dans l'incarnation. Hein. On fait partie du monde qui nous entoure. Alors, on sait quoi? C'est déjà les attributs royaux, hein, dont on en parlait. Qu'on s'approprie le pouvoir. Je décide de là où je veux aller. C'est vraiment quelque chose de récurrent, hein, pour notre chariot. Mais c'est aussi une période de conquête, de triomphe qui s'annonce à nous. Ou un voyage prévu ou imprévu. Mais toujours avec un but précis. Hein. Alors on voit bien, hein, que le voyage est induit grâce à nos 2 chevaux, grâce au chariot, grâce aux roues. Et puis, évidemment, le conducteur. Hein. Alors, il y a un chevau bleu en lien avec le côté féminin, spirituel, et un cheval rouge qui est en lien avec le masculin, le matériel. En fait, il représente l'harmonie entre le masculin et le féminin, ainsi que l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc, le chariot est en lien avec la terre, car sans les chevaux, il est immobile. Donc on voit bien cette notion d'équilibre qui est vraiment présente, hein, dans toute cette arcane. Alors on avait un peu abordé, hein, le S et le M. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sa Majesté, ce qui induit un rang de la personne qui mène le chariot, ou alors le côté plus alchimique,
soufre et mercure. Alors dans le plan, je vous ai dessiné, je vous ai mis une représentation du soufre, une représentation du mercure. Hein. Et le soufre, c'est un élément chimique qui a comme numéro atomique le 16. Sa lettre symbolique, on le sait, c'est le S. Hein. Et le soufre, il est en lien avec le côté solaire. Je pense que tu connais un petit peu ce soufre, Alina ? Oui, alors ça me parle, bien évidemment. Oui. Alors le soufre aussi, je sais pas si tu sais, mais c'est un oligo-élément. Il est présent dans l'organisme. Hein. Il est en nous aussi. Hein. D'accord. Et c'est vraiment intéressant ce côté soufre. Hein. Comme en fait, le soufre, c'est pour les alchimiques, c'est le principe actif qui brûle les métaux. Donc, en tant que principe actif qui brûle, on reconnaît bien le côté solaire, le côté vraiment dans cette symbolique. Tu vois ce côté qui est bien présent. Également dans notre chariot, tu vois. Hein. Je vois. Alors, oui. Alors, on a maintenant le M, Mercure. Hein. Donc, c'est un élément chimique aussi. Hein. Sa valeur atomique, c'est le 80. Hein. Alors, son symbole, lui, c'est le H et le G. Donc là, faut l'apprendre vraiment par cœur. Hein. Mais le mercure est un métal qui est soit liquide, soit visqueux. Et la symbolique du mercure pour les alchimistes, elle est lunaire. Donc on avait une première partie avec le soufre qui était solaire, masculin, action, actif, tu vois. Et maintenant, on a une deuxième partie avec le côté mercure, symbolique lunaire. Donc on a ce côté féminin quelque part, tu vois, et tu vois, comme on aurait pu dire yin et yang, mais ça c'est un autre esprit, une autre culture, tu vois. Et je sais pas si tu sais, mais dans un autre temps, le mercure, comment qu'il était appelé ? Pas du tout. Alors c'était le fameux vif argent. Comme le vif d'or. Qu'on appelait comme ça jusqu'au 19e siècle, tu vois. D'accord. Et avec ces deux éléments, tu vois, masculin, féminin, soufre, mercure, on peut peut-être mettre une corrélation avec la symbolique des deux visages qui sont sur les épaulettes de notre monsieur, là, tu vois, ce jeune homme. Oui, notre petit loulou. Voilà, si tu veux, loulou junior. C'est ça. Donc pour les alchimistes, le mercure, il a le pouvoir de purifier et de fixer l'or. C'est un symbole de délivrance. Hein. D'accord. Alors maintenant, je vais arrêter avec ce côté alchimique. On va retourner vers notre chariot. Le chariot, il fait penser aussi au char romain. Hein. Le combat, l'affrontement lors des jeux, tu sais, les jeux du cirque. Hein. Mm-hmm. Et un seul combattant en ressort gagnant après de nombreuses épreuves. Et on peut y voir une allégorie au combat là avec notre chariot. En fait, notre façon que l'on peut le combat, ça peut être la façon de mener notre vie, si tu veux, tu vois. Et avec ce chariot, il est fougueux à l'instar des chevaux, hein, surtout un des deux, hein, qui sont présents. Hein. De toute façon, le cheval, c'est la fougue, c'est la vitesse, c'est l'énergie. Hein. Et c'est aussi l'action, le triomphe. Mais ça peut être un amant, ça peut être le voyage. Mais on peut aussi laisser faire, on peut conquérir, féconder, ça peut être la victoire, ça peut être le messager, on parlait avant avec Mercure, tu vois. C'est l'action dans le monde, c'est le dynamisme, tu vois, il se passe plein de choses avec notre chariot. Hein. Et le chariot, il nous indique aussi qu'il va y avoir
des changements importants, des déplacements. Et grâce à son armure, il a une protection. Mais il ne faut pas quand même être imprudent ou se mettre en danger, quoi. Donc avec son attelage, notre loulou junior, il va choisir entre le bien et le mal. D'accord. Tu vois ? Ah oui, carrément, entre le bien et le mal. Mais est-ce qu'il aura tous les éléments pour faire le bon choix ? On va voir, hein, par la suite, on ne sait pas. Hein. Et au pied du chariot, on y voit des feuilles vertes. Hein. C'est le symbole de la nature, du renouveau, de l'espoir. Comme notre chariot, tu vois, il arrive sur son chemin, sur sa route, et il va recommencer. Il a tout espoir, il est tout guiré, il part au combat, tu vois. Il est au combat pour mener sa vie. Alors ça peut être physiquement dans la matière, mais ça peut être aussi avec lui-même si c'est un combat intérieur, tu vois. Je vois. Et donc on peut dire qu'on se rend bien compte que le chemin n'est pas fini, hein, avec notre chariot, hein, et qu'on est toujours sur la route pour continuer notre évolution. Donc c'est vraiment une carte de l'évolution, d'un chemin, même si semé d'embûches, pardon. C'est charmé, moi je vous le dis. Donc ce chemin, plus ou moins qui pourrait être semé d'embûches, parce que forcément le chariot, ça bouge dans tous les sens, ça nous permet de percevoir aussi, hein, les bons et les mauvais côtés, puisqu'il y a le côté qui tangue, bien évidemment, et l'issue finale, en fin de compte, c'est d'aller vers sa destinée. Voilà. Quelque part. Et forcément, après, on peut se tromper de chemin. On peut revenir, on peut repartir, on peut avancer, on ne sait pas. Hein. Mais est-ce qu'on se trompe vraiment de chemin ? Après, c'est peut-être un passage qu'on doit faire pour apprendre à trouver son chemin aussi. Hein. Oui, parce que comme on dit, hein, l'expression « tous les chemins mènent à Rome », peu aussi, importe le chemin que tu empruntes, il te mène toujours à destination. Et c'est pas forcément le plus court qui est le meilleur. C'est vrai. C'est celui qui nous apprend des choses. Aussi. Mais des fois, c'est compliqué. Hein. On n'est pas toujours prêt, hein, à cet apprentissage. Hein. C'est sûr. Et t'as fini, Mimi ? Oui, maintenant, on va passer à l'appropriation, hein, s'approprier l'énergie du chariot, tu sais, avec les pierres, la lithothérapie. Je me disais. Bon, je te laisse donc continuer. Alors, la pierre qui est en lien avec le chariot, hein, on a déjà pour commencer l'œil du tigre. Alors, ça, c'est une pierre qui est pas mal pour l'ancrage. C'est une pierre costaud, hein, mais c'est une pierre qui est importante dans les moments difficiles, elle va nous donner du courage. Hein. Et c'est également une pierre de protection. Hein. Donc cet œil du tigre est vraiment important, hein, comme pierre. Hein. Et puis on a aussi l'héliodore. Alors l'héliodore, je la connais pas. Hein. L'œil du tigre... je vais revenir sur l'œil du tigre. J'ai un bracelet en œil du tigre, des petites pierres rondes, hein, mais des fois j'ai du mal, hein, avec celui-là. Hein. Je me sens pas trop bien. Alors je change de poignée, je le mets, mais je le garde pas longtemps. Hein. J'ai vraiment un travail à faire avec cet œil du tigre qui n'est pas terminé. Je sais pas, je crois pas que toi tu as une pierre d'œil de tigre, toi. Hein. Je confirme, non. L'œil du tigre, non. Je n'en ai pas d'œil du tigre. J'ai l'œil du lion, mais il fallait que je la sorte. Hein. Oui, et en plus elle n'existe pas en lithothérapie. En tout cas, je la connais pas. Hein. En plus, à chaque fois qu'il parle de l'œil du tigre, je pense à Rocky Balboa. Ah oui, forcément. Le tiger. Tin, tin, tin. Je te laisse continuer, je dis des bêtises.
Bon, on va passer maintenant à l'héliodore. Alors l'héliodore, je la connais pas. En fait, apparemment c'est la pierre de la joie et elle permet de s'élever spirituellement, hein, ou d'éveiller l'éveil spirituel qui est en nous. Donc on se rend bien compte qu'avec ces deux pierres-là, on est vraiment en lien avec notre énergie du chariot, hein, parce que on a besoin, quand on est dans ce chariot, d'ancrage, de protection de ce qu'on va affronter, hein, sur notre chemin. Puis bon, un peu de joie, ça fait du bien. Et puis pourquoi pas s'éveiller spirituellement si c'est notre chemin à emprunter, tu vois. Alors maintenant, on va passer aux plantes et aux huiles, hein. Alors la plante qui est en lien, alors celle-là, tout le monde la connaît, hein, avec notre ami le chariot, c'est l'amande poivrée. Alors en infusion, elle calme les nausées, elle favorise la digestion. En massage, elle soulage les jambes lourdes, mais aussi les règles douloureuses. Alors ça, c'est pour les femmes, hein. On peut également l'appliquer sur les tempes quand on a des maux de tête. Ça soulage les migraines, hein. Et en inhalation, elle permet de calmer notre orgueil. Et au niveau émotionnel, mental, elle favorise aussi en inhalation toujours, elle favorise la concentration. Donc c'est pas inintéressant non plus, cette plante, et en plus elle est agréable au goût, hein. Moi j'en bois régulièrement en infusion, je sais pas toi. Oui, bien sûr, ça m'arrive de prendre des tisanes de menthe, comme de la verveine, voilà. Oui. Puis les tisanes aussi à la châtaigne, les verveines à la châtaigne. Ouais. Et la prochaine fois que tu as un peu de mal à digérer, tu pourras prendre une infusion de menthe, ça va t'aider. D'accord. Et maintenant, on va arriver au gingembre. Alors, le gingembre, en massage, hein, ça peut aider avec au niveau des crampes intestinales, hein. Alors, moi personnellement, hein, quand j'ai mal au ventre, avec mon cycle, hein, je prends une infusion de camomille et j'y ajoute de la poudre de gingembre. Et ça me soulage mes douleurs. Alors s'il y en a qui ont mal au ventre, ils peuvent tester pour voir si ça les aide aussi, hein. Au niveau spirituel, dans un diffuseur ou dans l'eau du bain, elle réconcilie avec la sexualité. En massage, elle nous libère d'anciens chagrins qui peuvent être encore enfermés en nous et qu'on n'a peut-être même plus conscience qu'ils sont là, hein. En inhalation ou en diffuseur, elle nous donne envie de vivre, de nous réconcilier avec la nourriture, et elle peut aussi nous aider lors des problèmes de frigidité. Et puis évidemment, on va arriver maintenant aux chakras, hein, qui sont associés. Donc tu as le chakra majeur, hein. Alors il est en lien avec l'énergie érotique forcément, hein, et la fertilité, hein, et il est en lien avec la note Ré. Donc si vous voulez équilibrer votre chakra sacré, c'est pas mal d'écouter la note Ré. Et il y a le chakra mineur, hein, donc celui-ci il est au niveau de la hanche, hein, et donc ce chakra est en lien avec tout ce qui est émotionnel, hein. C'est le chakra racine, hein, donc c'est l'ancrage, hein. Et la note, c'est la note Do. Et pareil, hein, et c'est en lien avec l'énergie érotique, hein, qu'on avait avec notre chakra majeur Ré. Voilà. Donc avec ces deux écoutes, ça te permet d'équilibrer tes chakras et d'élever le taux vibratoire. Comme je dis, j'arrête pas de vous dire, c'est vraiment important d'avoir un taux vibratoire élevé, hein, pour garder une meilleure forme, hein, de vous-même. Et évidemment, comme je vous mets en garde, je ne suis pas médecin, hein. Si vous souffrez d'un des maux que j'ai pu évoquer, hein, il faut toujours aller consulter son médecin traitant. Lui sera le mieux vous aiguiller pour vous aider dans votre pathologie. Merveilleux, ma petite Mimi. Donc ça y est, c'est terminé alors.
Oui, c'est fini, j'en ai fini. Hein. Eh ben dis donc, c'est passé tellement vite mes très chers witches. On se retrouve donc pour la prochaine lame, ce sera donc la lame numéro 8. J'aime énormément ce chiffre. J'ai beaucoup de choses autour du 8, d'ailleurs c'est mon chemin de vie. Et donc, quelle est la lame numéro 8 ? Ah bah j'allais te poser la question, est-ce que tu le sais ? Eh ben non. Eh ben c'est la justice. Waouh, la justice. Alors en plus, franchement, je sais pas s'il y a une corrélation avec mon signe que je suis Balance, mais beaucoup d'en lien avec la justice aussi. Et là, tu vas voir, on va à nouveau être dans un autre univers, mais on va continuer à avancer sur le chemin de notre initiation. Hein. D'accord, waouh. Que du bonheur en perspective, mes très chers witches. On te fait plein de gros bisous, ma très chère Mimi. On te remercie très sincèrement. Est-ce que tu pourrais, avant que l'on ne se quitte, réitérer ton mail si jamais les witches souhaitent effectivement recevoir ton plan ? Mimi@witchesradio.fr. Donc Mimi, c'est MIMI @witchesradio.fr. On te fait plein de gros bisous. On embrasse également très fort les witches et on leur souhaite un très joyeux week-end. Bisous Alina, bisous les witches et bon week-end à tous. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.